le décret d'application était, sa promulgation était en 2010. Voilà donc en ce qui concerne les réformes foncières au niveau des services fonciers. Oui, vous voudrez intervenir, monsieur le coordonnateur? Juste, monsieur Philippe Grandjean, juste parce qu'on parle de bilan, là, peut-être qu'il y a deux indicateurs qui sont très importants, qui nous permettent d'avancer la performance du programme national foncier. C'est le délai de traitement, le délai de délivrance de certificats fonciers ou le délai de délivrance de titres, et également le coût. Quand on parle de bilan, par exemple, le coût du certificat foncier à l'heure actuelle, il arrive qu'il peut si j'ai dit des bêtises, c'est actuellement à peu près 30 000 arrières. Donc passer de quelques millions d'arrières à 30 000 arrières. Et en termes de délai, vous voyez tout à l'heure que 6 ans avant 2005 pour avoir un titre foncier. Et le délai moyen pour avoir un certificat foncier actuellement, c'est à peu près 200 jours. Donc vous voyez, passer de quelques années en quelques jours, il y a quand même des bons, des résultats palpables en termes d'amélioration de qualité de service public. Monsieur Grandjean? Moi, je me pose bien sûr sur un point de vue de projet qui a une durée limitée. Madame la directrice parlait d'un délai de 5 ans. Pour nous, c'est un délai de projet. Donc on a dû dissocier pratiquement les questions foncières des contraintes de projet. On a essayé de le faire en tout cas de façon concrète et on est peut-être ceux qui ont le plus grand recul sur la certification foncière dans la mesure où le premier guichet foncier de Madagascar était mis en place chez nous et par nous, avec quand même beaucoup d'angoisse parce qu'on avançait un terrain inconnu et sur un terrain difficile, mais aussi beaucoup d'espoir, parce qu'on s'est rendu compte que ça répondait à des besoins fondamentaux de la population et de leurs élus. Donc pour nous, c'était vraiment un facteur de développement de la décentralisation et des activités de développement extrêmement favorable. À l'heure actuelle, si on peut dire les choses comme on le veut, on ne parlait pas du tout au départ, en 2003, de guichet foncier, bien entendu. On a commencé à parler de guichet foncier en 2005, au moment de la discussion des textes sur la promulgation de la nouvelle loi foncière, et on a, en 2006, créé le premier guichet foncier de Madagascar. On a actuellement donc un recul de 6 ou 7 ans, et même si on n'est pas très loin en matière de délivrance de certificats fonciers, je pense qu'au lac, on doit tourner aux alentours de 2500 certificats fonciers délivrés actuellement, on a quand même 35 communes qui ont actuellement des guichets fonciers, alors qu'au départ, on pensait en avoir entre 5 et 10, pas beaucoup plus que cela. Donc nous avons été littéralement dépassés par par le souci des communes d'avancer beaucoup plus vite. Et là, je suis totalement en phase avec tous les intervenants qui travaillent sur le terrain, et en particulier avec monsieur le maire, mon voisin, sur l'impact que ça a eu également sur la gestion communale. Les communes se sont enfin rendues compte de ce qu'elles avaient comme propriété, enfin rendues compte, mais de façon très concrète, des potentialités de développement de leur commune. Ça les aidait à mettre en place des plans de développement avec la population qui sont beaucoup plus actifs, et à faire pression aussi sur les services déconcentrés, il faut bien le dire, parce qu'il y avait une information qui ne circulait pas beaucoup avant, il faut bien le reconnaître aussi. Donc ça, c'est un fait que ça a beaucoup favorisé, vous voulez, la prise de conscience au niveau local des potentialités et des capacités de développement. Et nous, en tant que projet, on surfe sur une vague comme cela. C'est très agréable et formidable. Mais on est évidemment à des horizons qui dépassent largement des horizons de projet. Il faut se placer sur des horizons de 15 à 20 ans maintenant pour tirer un vrai bilan de la réforme foncière. D'accord. Mais il y a une question entre la gestion décentralisée du foncier qui doit lier aussi, qui doit être lié au service déconcentré. Si je ne me trompe pas, il n'existe pas encore de procédure d'échange d'informations sur le nouveau titre et les plans et sur le nouveau certificat foncier. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir des problèmes de confusion, d'empiètement. Il se peut que un terrain déjà certifié puisse faire après l'objet d'un titre. Dans ce cas-là, quelle solution pourrait-on avancer? Je peux peut-être dire... Parce que ça va créer d'autres litiges. Un tout petit mot là-dessus, parce que notre projet est aussi un laboratoire, pas seulement un laboratoire, disons, de la réforme au sens large du terme, mais un laboratoire aussi de développement de méthodes, de mise en valeur et de protection de bassins versants.
Donc c'est quelque chose d'assez vaste et avec une ambition assez large. Alors en termes de laboratoire, on met au point des méthodes, mais on joue le jeu aussi pour le meilleur et pour le pire. Donc on a évidemment assez rapidement essayé de lier les échanges d'informations en ce qui concerne le PLOF entre les communes et les services déconcentrés. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'énorme lacune qu'il y a au niveau de la connaissance, disons, des terrains, des statuts des terrains. Là, on a vu un petit peu, et madame, je crois, la directrice a souligné ça aussi. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre à jour les informations et pour avoir des informations fiables. Donc c'est un travail de longue haleine qui, je le répète, dépasse la durée normale d'un projet et qu'il faut envisager sur un long terme. D'accord. Si vous le voulez bien, je voudrais aborder une autre question qui porte sur les terres d'anciens colons et des périmètres avec un statut comme les réserves indigènes. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de loi qui devrait régir la résolution de ce problème-là. Et ça n'est pas encore entré dans la refonte des textes qu'on a élaborés jusqu'ici. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui vivent qui squattent, entre guillemets, ces terrains-là. Merci, c'est une bonne question. Effectivement, donc pour les terrains des anciens colons, on est actuellement en train de se pencher sur cette situation parce qu'effectivement, ça crée beaucoup de problèmes, surtout au niveau des occupants, puisqu'il faut le dire, ces terrains ne restent pas nus, ils sont occupés. Et pour régulariser donc les situations de ces occupants, il y a déjà, disons, un statut spécifique à concevoir d'ici prochainement pour régulariser ces situations. Où est-ce que le problème a buté? Parce qu'on a déjà parlé de cette régularisation depuis le précédent régime jusqu'à maintenant et ce n'est pas encore résolu. Nous sommes confrontés évidemment à ce problème au lac à l'autre de façon extrêmement concrète, puisqu'une grande partie du lac fait l'objet de grands titres. Les grands titres qui sont les réserves indigènes et les PC, et je crois que Mme Tantelli a dit de façon très élégante qu'il s'agit d'un sac de nœuds, en fait. Et ce n'est pas réglé, et ce n'est pas demain, je pense, qu'on va régler les solutions. Il faut les prendre au fur et à mesure, de façon pragmatique. Une des voies et des pistes à laquelle on pense ici, dans le cadre du laboratoire, j'insiste bien ici, il s'agit toujours d'un laboratoire, c'est d'une dotation éventuelle par un démembrement de ces grandes unités à des communes qui pourraient à ce moment-là délivrer des certificats fonciers sur des terrains qui sont déjà, comme vous l'avez souligné, mis en valeur et exploités en bon père de famille par des agriculteurs ou par d'autres personnes qui les mettent en valeur. Peut-être que j'aimerais bien rebondir sur cette question-là parce que bon, ces terrains-là sont des terrains titrés au nom d'un privé. Et la dame ou le monsieur qui est le propriétaire ne sont plus là. Oui, voilà. Oui. Et le problème, c'est que la réalité sur terrain, c'est que les occupations, c'est complètement modifié. Donc il y a beaucoup d'occupations. Mon souci, c'est que ces terrains-là, le plus souvent, fait comment on dit ça, de première inscription dans le livre foncier. Donc, il y a le principe d'inattaquabilité du titre foncier. Et je pense que le débat doit être engagé avec la société civile s'il faut revoir ce principe-là, parce qu'il y a aussi d'autres problèmes. On a montré dans le film que une bonne partie des archives foncières sont détériorées, arrivent à un état de dégradation presque irréversible, alors que ces dossiers-là qui présumés, qui garantissent ce principe d'inattaquabilité. Est-ce que ça tient encore? Parce que les dossiers qui accompagnent ce principe ne sont pas là. Donc on est en train de réfléchir, est-ce que c'est vraiment inattaquable? Là, c'est dans le cas par exemple des terrains coloniaux, est-ce qu'il est nécessaire de réfléchir un tout petit peu? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est déjà figé? Parce qu'en ce moment-là, ça fige le statut juridique des terrains,
alors que sur terrain, la réalité est tout à fait autre. Et il y a aussi l'autre idée qu'on est en train de véhiculer. Bon, il faut transférer ces terrains coloniaux à l'État. Ça pose des incertitudes parce que l'État qui garantit, c'est l'État qui garantit le droit de propriété par les services fonciers, mais puis après, c'est lui-même qui peut, comment on dit ça, qui peut transférer, qui peut prendre le droit de propriété. Donc, je pense qu'il y a une incohérence entre les différents dispositifs, surtout légaux. Donc là, je pense qu'il faut qu'on débatte vraiment sur ce point-là. Oui, effectivement. Reprendre le débat qui a été initié avec la société civile par rapport à cette réforme foncière. Nous savons tous que dès 1980,